Comment on pèse? Ah oui, comment on pèse? Effectivement, c'est pas évident. C'est pas évident encore plus avec la configuration actuelle du Parlement européen. Il n'est pas dit que dans cette législature, ces 5 ans, on arrive à gagner sur des grands textes. Dans la précédente, on a gagné sur 2 textes seulement, vraiment en 5 ans. Mais on est à la bataille, c'est-à-dire qu'on se bat pour nos idées, parce que nos idées, elles valent autant, et à mon avis beaucoup plus, elles sont mieux que celles des autres. Donc on mène la bataille partout, et on en parle à l'extérieur aussi beaucoup. Eh bien alors, ce groupe, il y a des règles. Pour pouvoir constituer un groupe, il faut un nombre minimum de députés qui viennent de plusieurs pays de l'Union européenne, puisque c'est un groupe qui est transnational, qui dépasse les États d'où toi tu viens. Donc je sais plus le nombre exactement, mais en tout cas, il faut, notre groupe, il y a 46 députés, donc, qui viennent d'au moins 14 ou 17 pays différents au sein de l'Union européenne, voire des fois, à l'intérieur de pays, de 2 groupes politiques qui ont des députés et qui participent à notre groupe. C'est le cas en Italie, c'est le cas en Espagne, c'est le cas au Portugal, par exemple. Alors, il y a les 2 questions sont super intéressantes. Il soutient les groupes d'intérêt du peuple qui l'a élu. C'est-à-dire que moi, j'ai été élu avec mes camarades de la France Insoumise par plus de 2 millions de citoyens autour d'un projet politique qu'on a porté. Et c'est ce projet politique que je porte. Et après, en Europe, politique qui est proche d'une autre, en fait. Et on en a trouvé 46, moins les 9 qu'on est. C'est ça. On n'est pas très nombreux, mais au moins, on est assez homogène, même si on a quand même des différences. Et après, c'est évidemment un député là pour voter la loi, mais c'est aussi un diplomate parce qu'on construit la loi. Donc construire la loi, notamment quand on est à Bruxelles, c'est beaucoup de réunions, de discussions, de concertations avec tous les groupes politiques pour essayer de trouver des points communs, des points d'accord. Il n'y a pas de mode d'emploi. Moi, j'ai été pendant 20 ans inspecteur du travail à différents endroits en France. Et il s'est trouvé que j'ai toujours eu un engagement social, syndical, politique. J'ai toujours eu un avis sur tout, depuis que j'ai votre âge quasiment, quoi. Et donc, il s'est trouvé que la vie, les circonstances politiques ont fait que la France Insoumise va proposer d'être candidat lors de ces élections européennes de l'année dernière. Et puis, j'étais en 4e position et j'ai été élu. Mais j'étais pas destiné à être député européen. Ah, c'est un énorme machin, le Parlement européen. C'est gigantesque. Déjà, enfin, vous venez d'y rentrer, mais vous allez voir, moi, j'ai mis des mois à savoir où j'étais. Je peux demander à Martin et à mes collaborateurs, mes attachés. Je me suis souvent perdu, en fait, à l'intérieur du Parlement, tellement c'est grand. Donc, on peut se perdre physiquement, et puis il faut faire attention à pas se perdre dans sa tête, savoir d'où on vient, savoir ce qu'on veut faire vraiment, savoir ce pourquoi on est là. Moi, je suis là pour porter les combats sociaux, pour être aux côtés des luttes sociales. Je recevrai demain les salariés d'une grande entreprise française, ArcelorMittal, pour lesquels il y a un plan de licenciement. Et ben tu vois, ils vont être demain avec moi et avec d'autres députés ici au Parlement européen. Donc moi, je suis dans la lutte, dans les combats sociaux et politiques. Production d'acier en France. C'est une super question, bravo de la poser, ça montre que vous vous intéressez en plus au sujet d'actualité. Je vais pas être très long parce que je pourrais en parler des heures, mais tu as dit la souveraineté. La souveraineté économique, elle est essentielle. L'acier, ça sert dans tout. À partir, on n'a pas d'acier dans notre pays, on peut rien produire à la suite de ça. Et c'est important de pouvoir faire nos choix politiques, nos choix économiques. Donc on a besoin de préserver l'acier. Moi, je pense que le gouvernement ne fait rien pour justement préserver l'acier. Nous, on défend un mot d'ordre qui est la nationalisation. On essaye de le porter partout. On pense que ArcelorMittal, mais d'autres entreprises qu'on dit stratégiques, elles devraient appartenir à l'État, appartenir en fait au peuple citoyen. Et ça serait extrêmement important. Donc c'est la bataille dans laquelle on est en ce moment avec les salariés d'Arcelor, parce qu'on pense que oui, c'est des choix politiques. On peut sauver les salariés, on peut sauver l'industrie, on peut sauver l'acier en Europe. Et demain, il y aura également des travailleurs belges d'Arcelor en Belgique qui seront là avec mes camarades du PTB, qui est notre parti frère, sœur en Belgique. Eh ben alors, ouais, t'as complètement raison. Comme ça, on pourrait se dire personne. Mais dans les faits, tout le monde s'oppose à ça. À chaque fois que je parle des morts au travail, en général dans cette enceinte, on me répond soit en riant, soit en considérant que mourir au travail, c'est un risque acceptable, soit que c'est la faute à pas de chance, soit que c'est les risques du métier. Vous avez déjà tous entendu cette formule. Eh ben non, en fait, mourir au travail, c'est pas logique. On se lève pas le matin pour pas revenir le soir. Et c'est pour ça que moi, je travaille des propositions avec des syndicalistes, avec des inspectrices et des inspecteurs du travail, avec des associations de familles de victimes, des papas, des mamans qui ont perdu un enfant qui avait des fois 18 ans, qui était intérimaire, qui démarrait un boulot l'été et qui est mort du travail. Il n'y a pas plus
tard que 3 jours, Lorenzo, à côté de Nice, c'est un jeune de 15 ans qui est mort écrasé par un engin sur un chantier du bâtiment. 15 ans, vous imaginez? On ne doit pas mourir au travail, ni à 15 ans, ni à 60 ans. Et d'ailleurs, il faudrait revenir sur l'âge de la retraite, parce qu'on ne doit pas passer toute sa vie non plus à travailler, parce que le travail, ça abîme. Bon, enfin, comme je suis inspecteur du travail, je pourrais en parler pendant des heures, mais je suis désolé. Eh ben, par exemple, moi j'ai été à Marseille il y a pas longtemps, j'ai rencontré toute la filière professionnelle, des jeunes qui étaient apprentis et qui m'ont dit combien, par exemple, le fait que leur employeur soit aussi formé à la sécurité et pas seulement à bien faire son travail de plombier, de menuisier, de charpentier, mais aussi connaître le code du travail et les règles de sécurité, ce serait important. Ben, dans ce texte, dans cette directive, on propose que non seulement les salariés soient formés à la sécurité, mais aussi les employeurs. Et plein de propositions très concrètes comme ça. Les personnes qui m'accompagnent, c'est par exemple Martin qui est là, qui vous a accueilli. Il y a Martin, il y a Manon, il y a Zoé, il y a Martin, il y a Maxime. Ils sont 5 avec moi à travailler au quotidien. Il y a aussi le groupe politique qui m'accompagne. Et puis vous allez voir, travailler à 26-27, c'est pas évident. Quand vous serez dans la plénière, regardez bien toutes les petites cabanes de verre vitrées. Derrière chaque cabane, vous avez des traducteurs, les traducteurs officiels des langues de l'Union européenne pour pouvoir tous se parler. Parce qu'évidemment, on parle tous un anglais un peu, voilà, comme ça, mais c'est important de pouvoir se parler, quoi. Chacun parle sa langue et elle est traduite par les traducteurs qui sont dans les box. Donc tu vas voir tout à l'heure, on a tous un casque sur les oreilles quand il y a une langue qui est parlée et elle est traduite par les traducteurs et les traductrices. Ouais, j'en ai discuté avant avec ma famille, ma compagne, mes enfants. C'est clair que personnellement, c'est pas une évidence. Ça, c'est clair, quoi. Avoir 3 lieux où tu vis, où tu bouges en permanence. Après, c'est aussi une conviction politique. C'est celle que ce que je fais aujourd'hui, je le ferai peut-être pas toute ma vie, mais en tout cas, j'ai déjà fait beaucoup de choses avant. J'ai 50 ans aujourd'hui, donc je suis pas tout neuf, mais j'essaye de le faire à fond. Et puis après, bah, on s'organise. Il faut prendre ses billets, il faut etc., etc. Là, je suis arrivé en retard parce qu'il y a un petit souci de train, mais c'est surtout pas la faute des cheminots que je salue parce qu'ils sont très courageux, ils font un travail formidable. Mais donc voilà, on s'organise toujours dans la vie, donc on y arrive. Ah ben, je pense que ici on parle beaucoup des autres pays du monde, on parle beaucoup effectivement de la guerre en Ukraine. Il y a généralement pas une session plénière sans qu'on ait une résolution, une discussion. On les a quasiment toutes votées. La guerre, c'est évidemment la pire chose. C'est la pire chose pour les hommes, les femmes, l'humanité, les familles. C'est évidemment quelque chose de terrible, que ce soit en Ukraine ou en Palestine. C'est partout dans le monde quelque chose de terrible. Et évidemment, c'est la première des questions. Et on ne vivra pas non plus en paix si on vit sur une planète qui n'existe plus, quoi. Or, la question du changement, du réchauffement climatique, elle est centrale. Et le problème ici, c'est que depuis que je suis arrivé, ben, en fait, on est en train de reculer extrêmement vite, parce que ni la droite ni l'extrême droite ne veulent parler de changement climatique et de réchauffement climatique et agir sur le sujet. Ça, c'est dramatique. Et moi, je voulais vous remercier parce que je trouve que vous êtes super. Vous avez des questions super pertinentes. Je regrette de pas pouvoir plus faire connaissance avec vous. Vraiment, sincèrement, hein, je le dis pas parce que je suis un politique. Non, moi, je suis pas un politique. Hein, je viens du mouvement syndical, du mouvement social, etc., etc. Mais par contre, c'est vrai que je suis un grand bavard, quoi. Et donc, on aurait pu continuer à bavarder.